Bonjour à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, une petite émission un peu spéciale avec deux invités qui me tiennent vraiment à cœur, qui sont mon ami le docteur Charles Gibert et un second ami, Thierry Casasnovas. Salut à tous les deux. Bonjour Fred, bonjour Charles. Bonjour Thierry, bonjour Fred. Alors déjà, merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Ça va être à mon avis une discussion super intéressante parce que vous avez tous les deux des opinions un petit peu qui vont un petit peu à l'encontre de ce qu'on entend tout le temps sur la santé. Je précise qu'on ne va pas parler de maladie aujourd'hui, comme tu le dis souvent Thierry, mais on va parler de santé. Et quelle est votre vision? Quels sont vos outils? Quels petits tips on peut partager avec nos auditeurs, etc. Donc, je vais vous laisser rapidement, pour ceux qui ne vous connaisseraient pas, heu, vous présenter vraiment en 2 mots et ensuite, bah, on attaque la discussion, tranquille, comme à la maison, sans aucun script ni rien. Allez-y. Charles, je t'en prie. C'est moi qui commence. Bon, alors c'est honneur Ah oui, aux c'est toi le vieux. plus jeune. Bon, ben moi je suis médecin acupuncteur homéopathe avec un vif plaisir à pratiquer aussi de la psychosomatique et de la psychologie. Donc, je suis à la retraite aujourd'hui, mais je continue de travailler. Je fais le même métier qu'avant, mais en dehors du circuit officiel de la médecine. Et j'aurais dû faire ça depuis longtemps, d'ailleurs, à bien y réfléchir. Pour moi, la maladie ou la santé a été très, très imprégnée par, tu le sais, Fred, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, par mon cursus avec l'Asie et la médecine traditionnelle chinoise. Donc, pour moi, la santé, c'est une affaire d'équilibre et la maladie, c'est une rupture de cet équilibre, pour faire très, très court, évidemment. Et mon job aujourd'hui, c'est de ramener les gens chez eux et de leur faire apercevoir les choses qui ont créé cette rupture d'équilibre et voir comment on peut, le mieux possible, récupérer un équilibre acceptable et améliorer, sinon guérir les choses. Voilà l'esprit dans lequel je travaille. Je ne fais aucune frontière entre le cœur, le corps et l'âme de mes patients. Parce que là aussi, la psychosomatique moderne que j'espérais voir éclore dans mon travail en Europe, mais qui n'a jamais éclos, évidemment, parce que je pense qu'elle a été bouffée très tôt par par la doxa et par les consensus marchands autour de la médecine. Mais la psychosomatique orientale, elle existe depuis longtemps, je l'aime beaucoup, elle est très intelligente. J'ai écrit et j'ai beaucoup glosé autour on a fait comment dirais-je, des expériences, des shows ensemble autour de la notion d'énergie qui circule entre les organes et les émotions. Ça, c'est un domaine que j'aime beaucoup, beaucoup. Et, et ça va loin, y compris dans le cancer. Je pense que le cancer est, entre autres, pourrait être, entre autres, et probablement souvent une maladie, une manifestation psychosomatique. Voilà. Donc, je reviens aussi à quelque chose que j'aime bien, c'est cette notion d'énergie qui circule tant dans l'équilibre de la santé que dans le déséquilibre de la maladie. Et on serait bien avisé aujourd'hui, quand on n'a pas de solution dans nos croyances et nos doxas environnantes, de se poser la question, salut Guy, de se poser la question de est-ce que l'équilibre énergétique est bon? Bonjour. Il n'est pas bon, qu'est-ce qu'il nous raconte? Voilà. Salut Guy. Salut Guy. Salut. Me Ah, voilà ravi que pour tu aies pu te une joindre à nous. petite discussion avec Thierry. Alors, J'espère. Guy, on était en train de faire les présentations, donc Charles était sur le point de finir. Je vais Oui. laisser J'ai fini. la parole ensuite à Thierry. Je pense que nous, pas besoin de se présenter, les gens nous connaissent. Donc, tu le sais, le sujet d'aujourd'hui, c'est la santé avec un grand S. Et le but, c'était vraiment d'assister, nous, presque en spectateurs, à cette discussion entre Charles et Thierry. Bien sûr, si vous avez besoin de nos témoignages, s'il y a besoin de quoi que ce soit de notre part, Guy et moi, on est là. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui nous suivent, Guy et moi-même, connaissent un petit peu et notre philosophie et notre «travail» entre guillemets, hein, même si c'est pas professionnel. Par contre, voilà, et peut-être que certaines personnes ont envie de découvrir le vôtre et les similarités et les différences entre vos 2 points de vue. Voilà. Écoute Guy, bienvenue, très content de t'avoir avec nous.
Eh bien, ça va être très intéressant. Je pense aussi. Thierry, c'est à toi. Ben, Euh, merci Fred et merci Charles et merci Guy. Alors, moi, j'ai un parcours complètement différent hein, de Charles, puisque je suis ni médecin, ni quoi que ce soit. En fait, moi, je suis d'abord et avant tout un patient, on va dire, à la base, quelqu'un qui a été confronté à des questions de santé, où au début, je prenais ça pour des questions de maladie, c'est-à-dire avec une symptomatologie sévère qui a, à un moment de ma vie, posé un diagnostic qui engageait bon, ma survie à peu de temps, avec des troubles symptomatiques de type tuberculose, hépatite et ainsi de suite, puis une cachexie généralisée, une immunodéficience aussi généralisée. Et face à cette situation, à un moment, étant donné que je ne trouvais pas de réponse dans les solutions que me proposait la médecine moderne, ben, j'ai commencé à regarder ailleurs et j'ai découvert ben, une toute autre approche de santé, une approche beaucoup plus holistique, comme parlait Charles, et qui me parlait énormément. Une approche globale basée surtout effectivement sur la recherche de retrouver les facteurs de santé, les paramètres de santé, plutôt que de combattre la maladie dans l'absolu. C'est-à-dire de dire finalement que la maladie est plutôt une déficience de santé qu'autre chose, et que ce n'est pas une entité en tant que telle, et que plutôt que de combattre chaque maladie pied à pied, il s'agissait de restaurer des niveaux de santé satisfaisants chez l'individu et que le reste suivrait. Alors j'ai d'abord, avant même de le théoriser, j'ai d'abord mis en application sur moi, et puis comme ça fonctionnait, il y a un moment où, euh, dans mon parcours, il y a eu un moment où j'ai eu une espèce de regard sur moi-même pour me dire, voilà, pourquoi ça a fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé, essaye de comprendre ce qui t'est arrivé et est-ce que c'est reproductible. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une école de pensée hein, qui était en lien avec la médecine de terrain, la médecine globale, que voilà, que c'était pas un cas unique, qu'il y avait énormément de gens, alors que les matières, les arts étaient différents, mais même que quand on se référait à la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, ou choses comme ça, il y avait déjà cette science du terrain et de la santé. Et donc, je me suis inspiré, moi, des grands courants de l'hygiénisme, du vitalisme, d'abord pour moi-même. Et puis, à un moment, j'ai eu à cœur de le partager. Donc, en tant qu'autodidacte, je l'ai partagé sur une chaîne vidéo sur YouTube qui a eu beaucoup de succès. Voilà, et je continue. Donc, j'ai organisé des formations dans lesquelles je partageais euh, ma passion pour la recherche des paramètres de santé. Voilà, et cette questionnement individuel pour savoir qu'est-ce qui, dans sa vie propre de chacun, amène à cette rupture, à cette carence, on va dire, d'une certaine manière de santé. Et c'est un peu comme une espèce d'investigation policière, tu vois, une enquête que l'on mène pour se dire, voilà, qu'est-ce qui. Parce que c'est ça, moi, vraiment qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse unique. Et c'est le risque quand on regarde beaucoup de publications sur Internet, c'est qu'on va avoir l'impression que le problème, c'est toujours l'alimentation, que le problème, c'est toujours le stress. En vérité, c'est pas ça. Ça, c'est des facteurs qui reviennent de façon assez récurrente. Donc, c'est ceux qui ressortent le plus. Mais pour des personnes, ça va être totalement différent. Ça va être effectivement un facteur émotionnel, la perte d'un proche qui va créer une déficience immunitaire terrible, qui va ensuite engendrer toute une cascade de conséquences. Et je trouve vraiment très intéressant le positionnement. Alors, moi, je ne suis pas thérapeute, je ne suis même pas naturopathe, donc je n'ai pas de consultation, mais d'engager les gens dans cette espèce de quête à l'intérieur d'eux-mêmes et il n'y a qu'eux qui peuvent le faire pour vraiment arriver à discerner ce qui, dans leur vie, n'est plus en adéquation avec les besoins du vivant. Et dans la mesure du possible, rétablir ce qui a été déséquilibré de manière à ce que la vie, elle puisse continuer à prospérer. Mmh. Et c'est très intéressant parce que dans votre approche à tous les 2, il y a vraiment Charles qui est médecin et qui a exercé pendant de nombreuses années, Thierry qui ne l'est pas, Guy et moi non plus. Mais, il y a vraiment quelque chose de commun, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive moi j'ai rencontré Charles dans son cabinet pour la première fois. Hein, on nous avait parlé l'un de l'autre, des amis communs nous avaient, fait nous rencontrer et donc je débarque dans son cabinet pour une séance d'acupuncture et là où je m'attendais à m'allonger sur la table, roupiller et recevoir des aiguilles, le mec, il m'a mis au boulot. Il m'a dit: «Tiens, voilà un peu de connaissances, voilà de quoi faire tes propres recherches, de quoi te faire ta propre opinion. Maintenant, tu vas te mettre à bosser» et c'est un petit peu, grosso modo, ton message, Thierry et c'est un petit peu la direction aussi qu'on a pris avec Guy en disant aux gens, «On ne peut pas faire les choses pour vous, on ne peut pas vous donner de conseils, on ne peut pas vous recevoir en consultation vu que nous ne sommes ni médecins, ni biologistes, ni quoi que ce soit. Par contre, on peut échanger avec vous ce que nous avons fait, les recherches que nous avons faites et vous encourager à faire les vôtres et à vous créer votre propre opinion». Donc on est presque à l'opposé de cette vision, de cette vision tunnel qu'on peut trouver dans la médecine moderne où, pour chaque problème, il y a une solution. Nous, on dit au contraire ah bah zut alors, excusez-moi.
On dit au contraire il y a de multiples facteurs et qu'il y a également de multiples manières de se guérir. Et il y a tout un tas de choses. Il y a une enquête sur ce que tu viens de dire Thierry et que Charles m'a toujours dit. Il y a une véritable enquête à faire en soi-même pour essayer de trouver une ou des solutions. Alors, C'est vraiment perso important d'avoir cette notion qu'on retrouve dans le discours de Thierry, dans ses conférences aussi, c'est que tout est signe. Ce que disait Dolto, ce que disait Baudelaire aussi, tout est signe. Une bonne santé, c'est un signe qu'il y a une circulation harmonieuse de l'énergie, des échanges entre l'intérieur et l'extérieur, l'être humain étant une interface de communication entre son monde intérieur, qui est un monde à la fois biologique, biochimique, psychologique, énergétique, etc., physique, mécanique, et le monde extérieur dans lequel il travaille, il aime, il vit, il meurt, il échange, il naît, il renaît. Et c'est vraiment intéressant de bien piger cette notion que tout est signe. La maladie, souvent j'entends Thierry dire que, il me semble, hein, Thierry, tu me corrigeras si je me trompe, qu'en fait, il n'y a pas de maladie. Moi, c'est ce que je crois avoir compris. Il y a des signes. En fait, c'est la même chose. Les maladies, ce sont des signes. Si on a une vision globale des choses, et je reprends ce que dit Thierry à l'instant, on s'aperçoit que si on a une vision synthétique des choses, un déséquilibre peut avoir une expression très polymorphe au niveau de la peau, du tube digestif, du sommeil, de l'alimentation et de la psyché, mais l'origine est toujours la même. C'est pour ça qu'on revient, il faut interpréter les signes et de progrès en progrès, pas à pas, on va à l'origine du problème. Et l'origine du problème peut être un mélange, une conjonction de plusieurs choses, un problème alimentaire, un déséquilibre alimentaire, un déséquilibre climatologique, psychologique, etc. Quelquefois, c'est une seule chose, un deuil qui n'a pas été digéré, qui a créé une cascade de changements de comportement respiratoire, alimentaire, psychologique, professionnel, etc., et qui vont créer petit à petit une cascade d'autres signes qui vont engendrer d'autres signes, etc. C'est pour ça que cette vision de la médecine que moi j'ai apprise à l'hosto, je m'en suis séparé parce que c'est une vision qui est essentiellement analytique. C'est-à-dire que quand on intervient chez un patient au niveau de son problème, on intervient au niveau d'une foule de problèmes et on voit bien, par exemple, que s'il a des problèmes oculaires, il va aller chez l'ophtalmo. S'il a des problèmes digestifs, il va aller chez le gastro-entérologue. S'il a des problèmes gynéco, et il n'y a jamais personne qui dit, mais est-ce que tous ces problèmes ne seraient pas des manifestations diverses d'une seule racine? C'est pour ça que on ne peut pas résoudre les problèmes aujourd'hui dans ce monde tel qu'il est là, tant que notre doxa reste essentiellement analytique. On a analuo, en grec, ça veut dire couper en petits morceaux. On a coupé, on a tronçonné l'humain en petits morceaux. Déjà, on a déconné quand on a foutu mans sana in corpore sano, c'est-à-dire mans, l'esprit d'un côté, et corporé, le corps de l'autre. Ça aussi, c'est une vision qui est intéressante pour ce qui est de la discussion psychosomatique. OK, mais en réalité, ça n'est pas une réalité. La vérité est qu'on ne peut pas dissocier ces structures de l'être. Absolument pas. Donc, nous, moi, ce que j'ai en commun avec vous tous, avec Thierry, c'est d'avoir une vision globale des choses. Une vision globale des choses. Et qui m'est venue avec la médecine traditionnelle chinoise. C'est pour ça que je ne suis jamais retourné à la médecine générale. Une fois que tu as goûté à une vision tellement plus riche, tellement plus intelligente, et ce que aurait dû rester la médecine conventionnelle telle qu'elle était enseignée ou qu'on la faisait il y a encore 50 ans dans les campagnes. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on coupe les gens en petits morceaux, on coupe les gens en petits problèmes. Une fois qu'on a séparé tous les problèmes, tu ne peux plus rien comprendre à la personne qui portait ces problèmes. Ouais, moi, c'est vraiment, je te rejoins à 200%. Je retiens vraiment deux notions fortes sur lesquelles je ne peux qu'être en adéquation totale. C'est la notion déjà du polymorphisme des expressions symptomatiques avec une cause qui peut être exactement la même d'une personne ou d'une autre.
Et c'est pour ça que souvent, moi, j'ai tendance à considérer que l'expression symptomatique est peut-être la partie la moins intéressante de l'histoire d'une personne, parce que cette expression symptomatique, elle est juste là pour nous alerter, un peu comme un signal qui s'allume, mais globalement, elle va difficilement, parfois, alors parfois elle est évidente, mais parfois elle va difficilement nous renseigner. Je pense par exemple à une personne qui va avoir des troubles digestifs. Ces troubles digestifs peuvent autant être liés à une alimentation complètement inadéquate, qu'à un niveau de stress extrêmement élevé, qu'à effectivement un deuil qui a été mal vécu, qu'à une intoxication qui va faire qu'il a sa flore intestinale parce qu'elle a été détruite par une prise antibiotique trop élevée. Donc, en fait, l'expression symptomatique, elle nous renvoie difficilement à une cause. Et c'est vrai que souvent, parce que notre culture est structurée ainsi, on se bloque sur l'expression symptomatique et on reste bloqué dans l'idée qu'il faut faire disparaître les symptômes le plus tôt possible. Et Surtout ça, pas. ouais, Surtout pas, Thierry. Tu as tellement raison. Excuse-moi de t'interrompre, c'est pour réinsister sur ce que tu viens de dire, parce que c'est fondamental. Tu as raison. Un symptôme, c'est une des manifestations de la cause. Mais effacer le symptôme. J'ai toujours la même image que tu dois avoir toi aussi quand tu parles avec tes patients, tes amis. Euh, un symptôme, c'est un voyant qui s'allume sur le tableau de bord. Bon, tu es en train de conduire, tu as le voyant d'huile qui s'allume sur le tableau de bord pour te dire que tu as une fuite d'huile. Tu ne vas pas éteindre, tu ne vas pas dévisser le voyant pour ne plus voir ce voyant qui gêne ta conduite. complètement. L'idée, c'est que tu viens de le dire, c'est un warning. Symptomatos, ça veut dire signe en grec. Donc, ce signe te fait arrêter la voiture, ouvrir le capot et constater que tu as le bouchon du radiateur qui s'est barré. Mm. Voilà. Et c'est vrai que ça peut conduire à des phrases choc, un peu des punchlines. Alors moi, comme je fais des vidéos, souvent je peux lancer ça. Voilà, la maladie n'existe pas. Et c'est vrai qu'au premier abord, si on s'arrête là, si on coupe là la conversation, ça paraît juste complètement délirant dans le monde dans lequel on vit, puisqu'on est un monde de maladies. Mais c'est une façon de le dire ça, d'une façon un petit peu provocante, c'est de dire en fait, il n'y a pas de maladie, il y a des signaux, il y a des signaux d'alerte du vivant, Exactement. un vivant qui est tellement fabuleusement structuré que non seulement il compense tant qu'il peut à nos déséquilibres. Et quand il ne peut plus compenser, quand il n'y arrive plus par lui-même, qu'il a besoin qu'on s'implique un petit peu dans le processus, qu'on fasse notre part, eh bien à ce moment-là, il nous envoie des signaux pour nous dire juste, attends, là, excuse-moi, là, mais tout seul, j'y arrive pas. Il va quand même falloir que tu t'y mettes. Il va falloir quand même que tu réfléchisses un peu à ton alimentation, à ton rythme de vie, parce que moi, là, je suis à la limite de la compensation que je peux t'offrir. Et je trouve que c'est à la fois fantastique et c'est terriblement triste de passer à côté de tous ces signes qui sont là simplement pour nous alerter et de les considérer comme quelque chose de négatif. Et c'est pour ça que souvent, moi, je réfute un petit peu ce terme de maladie. Chaque fois que quelqu'un me dit, oh, j'ai une maladie, je lui dis non, tu présentes des symptômes. Et Alors, on me dit, oui, mais c'est la même chose. Je dis non, non, parce que dans l'idéologie, c'est pas du tout la même chose. C'est une maladie, c'est quelque chose de négatif qu'il va falloir supprimer le plus vite possible. Tu présentes des symptômes, ça veut dire qu'il y a des informations qui remontent et il va falloir essayer de décrypter. Tu sais, on est un peu les Champollion, quoi, tu vois. Il va falloir essayer de décrypter ces symptômes et ces symptômes, ils te sont propres, ce sont des hiéroglyphes, c'est une langue qui t'est propre à toi. Donc, en fait, quelque part, le praticien ou la personne que tu vas avoir à côté de toi, il va pouvoir te donner des trucs, des astuces, il va pouvoir te tenir un peu la main, mais il y a un moment du parcours où tu seras seul avec tes symptômes parce qu'il y a des symptômes, toi seul pourras les décrypter dans leur complexité, dans leur signification. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est trop, malheureusement trop peu présent. Et tu vois, donc, pour revenir à ce que tu dis, la maladie, en réalité, c'est un dialogue. Mm. Et le, et le symptôme, c'est un des mots qui intervient dans ce dialogue. Mot M-A-U-X, mot M-O-T-S, si on veut dire, hein, si on veut faire de la philosophie de comptoir. C'est vraiment très, très important parce qu'on nous a vendu aujourd'hui qu'il fallait effacer les symptômes pour une seule raison, pour donner du confort. Donc, on a effacé tout un tas de problématiques qui étaient comment dirais-je, des tentatives d'adaptation du corps à une situation difficile, comme la fièvre, par exemple. On a coupé, on a cassé toutes les fièvres dès le début. Maintenant, la moindre fièvre qui dépasse 38, elle est cassée au Doliprane, alors que c'est une tentative d'adaptation. Il ne faut contraindre que les fièvres très élevées, etc., etc. Et regarde aux États-Unis, le drame qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, c'est qu'on a fait de la douleur, qui était un signal, un symptôme, on en a fait une maladie invalidante, et tu as des millions de gens sous fentanyl et des centaines de milliers d'Américains meurent de surdosage d'opioïdes actuellement, sans parler de l'obésité. Voilà. Donc, pourquoi, d'après toi, Thierry, pourquoi euh, cette chose qui est
tellement évidente, après tout, quoi. Je veux dire, il y a un voyant qui s'allume sur le tableau de bord, on respire moins bien, c'est un voyant, on a un peu mal à l'estomac, une boule dans la gorge, c'est un voyant, tout ça, toutes ces évidences, on a pris froid, on frissonne, c'est un voyant, on a un peu de fièvre. Pourquoi on en est arrivé à ignorer une chose aussi évidente et aussi simple? Pourquoi? Je ne suis pas certain d'avoir la réponse. Moi, je vais pouvoir te parler quand même de mon cas. Moi, dans mon cas, par exemple, je vais dire que pendant 20-25 ans, j'ai cheminé dans un modèle qui était le modèle qu'on m'a transmis à ma naissance. C'est-à-dire qu'il y a quand même un facteur d'imprégnation. C'est-à-dire que pour moi, dans le modèle dans lequel je suis né, euh, tu as de la fièvre, c'est un problème. Ce n'est pas une solution que le corps est en train d'élaborer. D'ailleurs, je m'étais amusé dans une vidéo à proposer deux narratifs par rapport à une même situation. Une situation où un enfant présente de la fièvre et où c'est l'affolement général dans la famille. On dit, oh là là, il a de la fièvre, oh là là, il est en danger, donc il y a l'inquiétude qui va avec et tout. Et puis un autre narratif dans lequel la maman vient voir son enfant et lui dit, bah, écoute, là, ton corps, il est en train de travailler, il est en train de travailler dur, et il a eu besoin d'élever sa température parce que c'était le moyen pour lui de contrôler les multiplications virales et microbiennes. C'était le moyen aussi d'élever son métabolisme pour mieux travailler. Donc, vas-y, réjouis-toi. Là, il est en train d'élaborer une solution pour te permettre de mieux t'adapter à une nouvelle situation. Et tant que ça ne prend pas des proportions incontrôlables, tout va bien, mon fils, tout va bien. Et ces deux narratifs-là, ben, c'est toujours la question, comment on saute de l'un à l'autre. Moi, j'y ai sauté de l'un à l'autre simplement parce que j'étais au bout du premier narratif. C'est-à-dire que le premier narratif symptomatologique, il m'avait fait des promesses d'une certaine manière. On m'a dit, voilà, quand tu as mal, il faut supprimer la douleur et puis tu verras que tout ira bien. Et puis j'ai vu au bout de pas mal d'années que mon état ne faisait que se dégrader et qu'il n'y avait aucune amélioration globale de mon état de santé. Donc il y a un moment où je me suis dit, c'est plus possible. Ce qui fait que on en est là. Je ne sais pas à quel moment s'est passée la rupture. Peut-être que toi, qui connais beaucoup mieux la Peut-être médecine. parce que Thierry, toi, tu l'as dit, je suis arrivé à la fin de ce premier narratif qui ne répondait pas à mes questions. Et donc, j'étais obligé d'ouvrir mon esprit et mon âme à d'autres possibilités, à un autre narratif. Mais tu vois bien que, dans le fond, tu as appris qui tu étais à travers, on va dire, la maladie, hein, c'est toi et moi, à travers les symptômes, à travers ce dialogue qui se nouait à travers toi. Quelque chose à l'intérieur de toi, des microbes, des pathologies, des signes, te raconter quelque chose que tu as été bien obligé de prendre en compte. Ma question est malicieuse. Est-ce que s'il ne t'était pas arrivé cela, c'est-à-dire une tentative d'effraction de ton propre être intérieur dans ta conscience pour te dire, oh, Casas Novas, qu'est-ce qu'on fait là? Regarde ce qui arrive, j'existe. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Est-ce que s'il n'y avait pas eu ça, tu aurais pris conscience de ce que tu es en termes de biologie, de biophysique, d'énergétique, d'alimentation, etc. Ou est-ce que c'est la maladie qui t'a fait changer, qui t'a fait grandir, qui t'a fait devenir ce que tu es? La réponse, elle est très très simple parce qu'elle est évidente pour moi. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette épreuve et donc cette rupture de vie, je n'aurais jamais évolué parce qu'il n'y a pas de raison. On est biologiquement structuré pour rechercher le confort et la science moderne l'a parfaitement compris. Elle nous vend du confort. Alors, biologiquement, chercher du confort dans un monde qui est un monde aléatoire et inconfortable, c'est bon. Mais chercher du confort dans un monde qui nous surproduit du confort, ça nous conduit à une fragilité des individus. Et donc là, la promesse actuelle qui est celle du confort, moi, j'y serais resté bloqué dedans. C'est clair que je serais resté bloqué dedans, à prendre un petit Doliprane quand j'avais un peu mal à la tête, à prendre un ou deux antidouleurs et ainsi de suite. Et puis avec les années, je pense, vers 40-50 ans, j'aurais déclaré une petite maladie chronique pour laquelle j'aurais pris mon traitement tout sagement. Il a fallu vraiment que les symptômes prennent une telle dimension et qu'en face, ben, il n'y ait pas de, tant que moi j'appelle ça la prestidigitation, hein, la suppression des symptômes. C'est-à-dire que ça donne l'impression que on a guéri la maladie, en fait qu'on a atteint la cause des causes, alors qu'en fait on l'a pas atteint. Tant que la prestidigitation elle marche, on croit au tour qui est en train de se passer devant nous. Et là quelque part pour moi à un moment la prestidigitation elle ne fonctionnait plus. Donc, il a bien fallu que je me réveille. Et c'est effectivement ça qui m'a conduit et effectivement à transformer mon être et effectivement pas simplement mon physique. Souvent, je dis aux gens, mais le parcours le plus intéressant que j'ai eu à faire au travers de cette épreuve, elle n'est pas d'ordre physiologique, elle est d'ordre psychologique. C'est-à-dire que ça m'a tellement transformé au niveau de mon système de croyance, ma représentation du monde, ma connaissance de moi-même. C'est juste une bénédiction pour moi, ce qui m'est arrivé. Alors moi, je dis que j'ai eu de la chance. Pourquoi?
Parce que quand je suis allé voir mon premier oncologue, il m'a dit: «Mon pauvre vieux, t'es foutu, tu vas mourir dans 3 mois, alors profite de la vie». Je l'ai pas cru. Je suis allé en voir un deuxième dans un autre pays et j'ai fini par la France. En fait, j'en ai vu 4 dans 3 pays différents et les 3 pays ont eu exactement la même réponse. Donc, après un moment d'abattement, je me suis dit, j'ai pas le choix. Il faut donc que je trouve. Et j'ai cherché, comme l'a fait Fred, et en cherchant, on trouve. Alors, on a eu séparément, puisqu'à l'époque on ne se connaissait pas, euh, les mêmes sources de recherche. Euh, on a commencé par les Français. On est tombé sur toi, tu nous as donné des pistes. Bien sûr, ni Fred ni moi, on a pris pour argent comptant. On a vérifié auprès des grands professeurs américains, en particulier Thomas Seyfried, je crois, Fred, toi aussi. Et de là, on a compris, ou du moins j'ai compris, là je ne parle que pour moi, que le cancer est une maladie métabolique et que les tumeurs, ce n'est qu'un grand sac poubelle dans lequel euh, le corps met toutes les toxines, toutes les saloperies qu'il n'arrive plus à débarrasser. Et si on l'a compris, on arrive avec l'alimentation, avec le jeûne, avec une nouvelle politique d'hygiène, j'irais dire, on arrive à remédier à ça. Mais si on ne l'a pas compris, comme ça a été mon cas, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On continue à donner des saloperies à notre corps, ce que j'appelle la malbouffe. Et à ce moment-là, on continue à stresser, on continue. Et qu'est-ce qui se passe? Le sac poubelle, il grossit, 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 et il explose. Et il explose, c'est un cancer phase 4, les métastases qui vont partout. Et à ce moment-là, il n'y a plus le choix, puisque la médecine nous condamne. Et la seule manière de s'en sortir, c'est de chercher une autre voie. Et la voie, elle est connue depuis 1931. Warburg, prix Nobel, après, en 1970, et au fur et à mesure, et ça termine par 2018, je ne parle pas de 2016, l'autophagie, 2018, Jim Allison qui nous explique ce qui se passe avec les ticelles et la refabrication d'un nouveau biotope, d'une nouvelle chimie qui fait qu'on guérit. Donc, quand on a compris que le cancer et toutes les maladies auto-immunes sont des maladies métaboliques, pour moi, c'était l'évidence, ça veut dire on peut guérir de ces maladies. Ça a été exactement la même histoire pour moi, hein, Guy, tu le sais. Et je rajouterais que c'est terrible parce que, de nos jours, si on n'a pas une étude en double aveugle, pour «prouver ses dires» entre guillemets, prouver, on n'est pas sérieux, on n'est pas crédible, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, dans ma vision des choses, et peut-être que Charles, le médecin, sera peut-être plus mitigé, mais pour moi, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que ce qui se passe sous un microscope, je m'en tape complètement. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que A, B, C a réussi à guérir ou a réussi à améliorer sa santé en faisant ça et ça et ça. Donc l'expérience personnelle pour moi est beaucoup plus enrichissante. En tout cas, elle l'a été dans mes recherches, même si je me suis tapé, toute la littérature scientifique pour essayer de sauver ma vie. Mais c'est vraiment les personnes qui m'ont touché. C'est le discours de Thierry, c'est le discours de Charles, c'est le discours de Guy, c'est le discours de Thomas Siegfried, c'est le discours d'Eric Berg. C'est ces gens-là qui m'ont qui m'ont le plus nourri et qui m'ont le plus aidé à m'en sortir. Et les études pour moi, et je pense, je subodore que c'est pour ça qu'elles étaient là au départ, c'est uniquement pour confirmer ce qu'on voit, sur le terrain et éventuellement pour demander des fonds pour pouvoir faire de la recherche plus poussée et développer des médicaments. Mais à l'origine, les 1ers médecins, on parle de la médecine traditionnelle chinoise, de la médecine ayurvédique bien avant elle, un petit peu plus tard de la médecine, grecque qui a commencé à se développer. C'était quoi? C'était de l'observation de l'être humain, de l'observation du patient. Donc moi,
une histoire comme celle de Guy, une histoire comme celle de Thierry me parle beaucoup plus que, encore une fois, ce qui se passe sous un microscope. C'est vraiment Oui, important de bien faire juste attention. pour Alors, le terminer, fait que moi je sois médecin, c'est pas un critère. Ici, en fait, on ne parle que de bon sens. Dans toutes ces études en double aveugle, randomisées, etc., ça n'a pas empêché Pfizer et les autres de tricher comme des voleurs au coin d'un bois avec des études randomisées, soi-disant en double aveugle. Par ailleurs, bien avant que n'existe ce critère derrière lequel les statisticiens te font prendre des vessies pour des lanternes, il faut le dire, il faut le reconnaître. Hein. C'est aujourd'hui, il y a eu des tas comment dirais-je, d'enquêtes qui ont été truquées, mais qui ont été largement truquées. Il y en a eu de très spectaculaires, par exemple, sur le cholestérol, sur le sucre, etc. Mais au début, tu as complètement raison. Au début, et on est tous là pour la même chose, parce qu'on a fait de l'observationnel. Moi, quand je dis à mon patient, il y a une seule question qui doit t'obséder. Une seule question qui implique une réponse hyper simple, simplissime. Est-ce que c'est bon pour toi? Si ce qu'a fait Fred, Guy et Thierry, c'est bon pour toi, à quoi ça te sert de te poser des questions, de faire de, est-ce que ça n'a pas été, comment dirais-je, confirmé par du randomisé en double aveugle? C'est impossible de le faire. Est-ce qu'en psychologie, tu peux faire du randomisé en double aveugle? Non, il existe pourtant une discipline qui est la psychiatrie, qui est la psychologie. Donc voilà. Charles, Donc, j'aimerais quand même il répondre. faut en finir avec ce critère qui est très moderne. Pourquoi? Parce que là, je rejoins Schwartz dans son dernier livre. Il y a aujourd'hui une sorte de réflexe malicieux, pernicieux, un peu ambigu, qui consiste à dire, à complexifier les choses pour ne pas les aborder dans leur simplicité. Parce que si on aborde les choses dans leur simplicité, on est bien obligé, ayant posé des questions simples, d'en arriver à des réponses simples. Mais des réponses simples, ce sont des réponses qui nous engagent, qui nous responsabilisent. Quand tu triches sur du randomisé en double aveugle avec des avantages de l'ordre, par exemple, je vous fais les masques. Les masques, les avantages sur de l'observationnel, c'est amélioration des masques pendant le Covid, 0,06% d'amélioration par rapport aux gens qui n'ont pas porté des masques, c'est-à-dire amélioration zéro. Donc là, tu peux utiliser une cohorte énorme de choses, ça n'apporte rien. L'observationnel de ce qui vous est arrivé à tous les trois, ça apporte beaucoup de choses. Moi, ce que j'espérais de la médecine et des gens qui m'ont instruit, c'était qu'ils me disent, putain, Gilbert, t'as vu quand même, Casas Novas, Tenenbaum et Évrard, merde, ils nous posent un problème. On va explorer ça. On va les réunir. On va voir le nombre de gens qui ont vécu ce genre d'expérience. On va voir ce qu'ils ont en commun, ce qu'ils ont de différents, les sexes, les âges, les machins, les trucs. On va créer une véritable étude. Mais personne ne l'a fait, ça. Et personne ne le fera. Pourquoi? Non, Guy, parce que vous posez d'énormes problèmes. Alors j'espère que vous finirez par avoir, par avoir raison. Mais jusqu'ici, vous posez un vrai problème. Mais c'est l'observationnel qui compte. C'est l'observationnel. S'il n'y avait qu'une personne qui guérisse du cancer ou qui guérisse du sida, il y en a plus que ça poserait quand même un problème par rapport à ce qui est raconté. Et ça n'est pas observé. Double aveugle, pour moi, c'est de la connerie. Ça veut dire, on prend des gens, on les coupe en deux. On en prend une partie qu'on sait qu'on va tuer quand c'est grave. Et l'autre, où on espère qu'on va les sauver. C'est honteux. C'est une méthode qui ne devrait pas exister. On prend les 100 personnes sur une cohorte de 100 et on essaye de soigner les 100. On ne triche pas en faisant croire à 50 qu'on leur donne un traitement alors qu'on leur donne un placebo. Personnellement, pour moi, ça me révulse. Alors quand on me parle chaque fois de double aveugle, eh ben, je saute en l'air. Maintenant, le deuxième point, tu as parlé de l'observationnel. Oui, l'observationnel. Mais ce que j'ai fait, moi, personnellement, avant de me lancer dans certaines choses, je suis allé voir
du côté de la science, ce qu'avait dit la science, ce que Fred a fait aussi d'ailleurs. Et j'ai regardé. Pourquoi est-ce que j'ai pris des pousses de brocoli? Pourquoi j'ai pris de l'ail? Parce que j'ai lu PubMed, parce que j'ai lu les grandes études qui disent ce que fait l'allicine sur les cellules du cancer. Alors, bien sûr, mon observationnel à moi est la résultante d'une étude scientifique. Et c'est comme ça que je me suis soigné. Guy, Voilà, juste une petite petite mise au chose, point. parce que j'aimerais avoir l'avis de Thierry. En réalité, dans toutes ces expériences, elles ont toutes vos trois expériences quelque chose en commun, et je vois ça dans ma vie de tous les jours de thérapeute aussi. C'est qu'il y a un énorme décalage entre la science et la doxa médicale. Ah, Toi, ça, tu es allé, évident. oui, mais ça, c'est vraiment important que nous le disions aux gens qui nous écoutent, aux gens que nous tentons d'aider. Il faut vraiment le leur dire parce parce que sinon, ils resteront toujours sur ce même cheminement. Alors, on Mais va, Fred a une phrase extraordinaire, je trouve, c'est lui qui me l'a soufflé. On a fait confiance à la science, pas à la médecine. oui. Alors, c'est un peu comme quand Thierry dit que la maladie n'existe pas. Ça se comprend si on l'explique. Mais il faut peut-être l'expliquer un peu. Mais c'est aussi, ce sont des formules un peu iconoclastes et qui s'imposent et qui sont justes. Effectivement, aujourd'hui, il y a un gros décalage. Il y a un très, très gros décalage entre ce que disent les scientifiques et tous les gens que vous citez, Israël, Schwartz, Seyfried, Walter Longo et plein d'autres personnes, ce que dit Thierry dans ses conférences, ce que vous dites tous les deux, est ce qui se pratique. Mais tu sais, pendant un an, tu as parlé de Laurent Schwartz. Laurent Schwartz, un jour, je lui ai dit comme ça, tu sais, en fin de compte, le cancer, c'est pas si compliqué. Et effectivement, c'est pas compliqué. Et lui l'avait compris puisqu'il a acquiescé. Et il a dit oui. Quand on a compris, comme Thomas Seyfried le dit, que c'est une maladie métabolique, je répète toujours la même chose, comme Eric Berg, c'est une maladie métabolique. Donc, d'où elle vient? C'est nous qui l'avons créée avec notre stress, avec notre malbouffe, avec la cigarette, avec plein de choses. Et donc, quand on a compris, on peut faire marche arrière. Donc, il faut le comprendre et il faut en tenir compte. C'est tout. Tu vois, Guy, là, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Ça fait partie des phrases choc, moi, qui ont heurté pas mal de monde, parce que dans une vidéo, j'avais dit à peu près la même chose. J'avais pas dit le cancer, ce n'est pas si compliqué. J'avais dit le cancer, ce n'est pas si grave. Mais en le développant, en expliquant que oui, les conséquences pouvaient être extrêmement dramatiques, mais que dans l'absolu, ce n'était que une évolution d'un trouble métabolique qui pouvait s'exprimer de façon symptomatique, de façon relativement mineure, et que s'il perdurait, pouvait avoir une expression symptomatique de plus en plus compliquée. Et c'est vrai que arriver à accepter que le cancer, ce n'est pas si compliqué que ça, alors qu'on nous le vend comme la maladie de laquelle on ne comprend rien et qu'il peut nous arriver dessus un jour ou l'autre sans qu'on sache d'où ça vient, ben, ça vient remettre en question tout le narratif officiel. Alors, je voulais juste rebondir sur ce que disait Fred au tout début. Il disait, voilà, moi, je me suis d'abord fondé sur l'observation et ensuite, je suis allé chercher des études scientifiques qui pouvaient corroborer mes observations. Alors ça, en science, on appelle ça un biais de confirmation. Et d'ailleurs, ça nous est souvent reproché. On dit, voilà, mais vous pratiquez le biais de confirmation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la plupart des études sont faites exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a un postulat qui est posé par des chercheurs, et ils vont ensuite essayer de démontrer ce qu'ils voulaient trouver. Et d'ailleurs, je cite pour référence, vous la connaissez peut-être, il y a John Ioannidis, qui est un chercheur américain, qui dans les années 2010 a publié un papier qui avait fait un gros retentissement, dans lequel il expliquait pourquoi à peu près 3/4 des études scientifiques, même en double aveugle, avec échantillons représentatifs et ainsi de suite, étaient complètement fausses parce que ben, elles tombaient complètement dans ce biais de confirmation. C'est-à-dire que la structure même de l'étude, la façon dont elle était pensée, constituait en elle-même un biais parce qu'elle ne pouvait conduire qu'à la conclusion à laquelle on arrivait. Et quand on parle des médecines anciennes, je pense qu'il y a une dimension qu'on ne mentionne pas assez. Je pense qu'effectivement, il y avait une part d'observation qui était essentielle.
qui a complètement disparu de notre pratique médicale actuellement. Et je pense aussi qu'il y avait une part, alors de quelque chose qui, je sais, la science moderne serait horrifiée à ce mot-là, il y avait une part d'intuition aussi. Et je Oui, pense que cette intuition, tout à fait. intuitere, regarder à l'intérieur, cette intuition était une dimension essentielle. Je ne peux pas m'expliquer comment des gens qui avaient une connaissance de l'anatomie aussi lacunaire, parce qu'ils n'ouvraient pas les corps, ils ne disséquaient pas, ils n'avaient pas les moyens d'investigation qui sont les nôtres actuellement, ont pu élaborer une science médicale aussi raffinée et aussi pertinente, on va dire, hein, comme quand on parle de la grande médecine chinoise, la médecine ayurvédique ou la médecine traditionnelle européenne, hein, la connaissance des plantes, leurs spécificités et ainsi de suite. Il y avait ce grand recours à l'intuition. Et je pense que ça, avec ça, on rejoint les propos de Charles au tout début, où il disait finalement, même un esprit sain dans un corps sain, c'est déjà une séparation. Et moi, j'ai souvent coutume d'interpeller les gens en leur disant, mais ta pensée, elle est cellulaire, comme tes cellules, ce sont des formes pensées. C'est-à-dire qu'il n'y a, pas de séparation. Même le fait même d'utiliser deux mots, hein, c'est déjà une erreur. Alors, c'est utile sur le plan sémantique pour arriver à se comprendre, mais c'est déjà une erreur. C'est-à-dire séparer sa pensée de son corps, on pense dans notre corps. Donc, en fait, dans toute notre expérience terrestre, hein, eh ben, on ne peut pas penser en dehors de notre corps. Donc, notre pensée, elle sera toujours incarnée dans le terrain métabolique dans lequel elle peut se manifester. Et c'est vraiment essentiel, je pense, dans notre approche de la santé, c'est que euh, tout, tout est symptôme, tout fait sens, tout est message et tout est cause. C'est-à-dire que tout dans notre mode de vie, dans notre orientation de vie, tout peut être à l'origine du déséquilibre et ne pas restreindre notre champ d'investigation à simplement, comme je disais au début, l'alimentation, parce que maintenant, ça commence à être de plus en plus accepté, en tout cas dans certains milieux, que l'alimentation est un gros facteur de déséquilibre, ou le stress, par exemple, parce que là aussi, ça commence à être accepté. Mais il y a tellement d'autres facteurs, et c'est souvent la multiplication des facteurs. C'est-à-dire un seul tout seul ne va pas réussir à déséquilibrer ton organisme suffisamment pour que l'expression symptomatique apparaisse. Mais un plus un plus un plus un plus un, et bien là, tout ensemble, bien, ça va faire que oui, il va y avoir une expression symptomatique qui va être très très forte. Et je pense vraiment que le travail de l'éducateur en santé, de l'accompagnant en santé, du médecin orienté santé, ben, ça va être ça. Ça va être d'aider la personne à pointer du doigt avec honnêteté. Et ça, pour moi, il y a une dimension vraiment de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. C'est pour ça qu'on parle vraiment de connaissance de soi-même. Il faut être honnête parce que accepter que ben, nos choix en termes de choix de rythme de vie, par exemple, ils ne sont pas adéquats. Nos choix en termes de carrière, par exemple, ben, à un moment, on se réveille, on se dit, bah non, ben, en fait, ce que je suis en train de faire, là, ça me détruit littéralement. Et donc, il faut avoir cette honnêteté et après le courage de changer. Et ça, c'est pas obligatoirement facile. Et moi, c'est toujours la question, tu vois, Fred, tu parlais beaucoup d'observation. Moi, très, très souvent, quand je rencontre quelqu'un qui me raconte comme ça un parcours de santé dans lequel, à un moment, il s'est repris en main, je suis fasciné. La première question que je lui pose, je lui dis, mais où tu as trouvé la force de le faire? Alors que globalement, tout ton environnement devait te pousser à te laisser, entre guillemets, aller dans un traitement symptomatique dans lequel tu étais globalement démissionnaire. Et c'est une position qui est aussi très facile. Finalement, tu dis, bon, ben, finalement, si ça marche pas, c'est la faute aux autres. Et toi, tu y es pas pour grand-chose. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as eu le courage d'aller à contre-courant, même des fois contre l'avis de ta famille, contre l'avis de tes proches, contre l'avis même parfois des médecins? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu y aller, quoi? Et moi, ça me fascine. Ça me fascine. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme toi, Guy, par exemple, à qui on donne un diagnostic en disant, voilà, dans 3 mois, t'es foutu, vas-y, mange, fais la fête, fais-toi péter la panse, parce que de toute façon, c'est tes derniers jours. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu dis, non, mais en fait, non, je crois qu'autre chose est possible, quoi. Et je me bats pour ça, et j'y crois, et je le montre, et je le. Ben voilà, et c'est ce déclic. Et moi, je pense qu'on manque vraiment, actuellement, énormément d'histoires de guérison. Moi, je voudrais des histoires de guérison partout parce que on ne pourra pas reproduire la même expérience d'un individu à un autre. Par contre, on pourra toucher du doigt les principes, les fondements sur lesquels il a pu rebondir pour repartir lui aussi vers sa guérison. Et je pense que c'est ça. Et donc, il y a vraiment une dimension de l'observation, de l'intuition et de l'inspiration. Et je pense que des gens comme toi, comme Guy, comme Fred, ben voilà, il y a une dimension de l'inspiration qui est certaine et qui est essentielle. Plus fort que le glaive est mon esprit. Pour moi, ce qui m'a soigné, et je pense ce qui a soigné Fred, que je connais quand même un peu aujourd'hui, c'est le mental en premier. On s'est dit non, nous ne mourrons pas du cancer. Il y a une chose qui est importante. Il a parlé d'intuition. Et c'est
je pense que la maladie, on va l'appeler comme ça, est donc une cohorte de symptômes, de signes pour nous dire que quelque chose ne va pas, que nous supportons, nous supportons, nous supportons. Et Thierry s'interroge, il s'interroge devant son ami qui se dit, mais où est-ce que tu as trouvé la force de changer? Il arrive à un moment donné où nous ne pouvons plus rompre avec ce dialogue. C'est ce que j'appelle dans mon bouquin Ça suffit. C'est-à-dire que nous avons tout d'un coup l'intuition que ce dialogue intérieur entre nous et nous-mêmes convoque la raison et que la raison, le cœur et le corps, tout le monde est aligné, tout le monde est d'accord pour dire OK, c'est bon, ça suffit. Je continue, je meurs. Je continue pas, je vis. Le mec, il m'a donné 3 mois, j'accepte pas. Mon intuition, intuition, ça veut dire je vois, mais pas je vois comme vidéo avec les yeux. C'est je vois intuition avec le cœur, en fait, avec l'âme, avec le foie, l'imagination. Donc c'est ça. Donc nous savons, quelqu'un à l'intérieur de nous sait que nous faisons une bêtise, qu'on mange mal ou qu'on nous a dit une connerie qui n'est pas bonne pour nous. Nous le savons, c'est cette intuition. Et donc, ça m'amène à une deuxième chose que je trouvais en filigrane dans le discours de Thierry, c'est la notion de respect. Il faut savoir à un moment donné absolument respecter cette chose à l'intérieur de nous qui nous dit ne va pas plus loin. Il faut que tu changes. Ton avenir est là, ton bonheur est là, au bout de ce changement. Et donc, évidemment, la puissance de l'esprit. Mais la puissance de l'esprit, l'esprit ne peut être puissant que si le rein est puissant, que si l'estomac est puissant, s'il y a de l'oxygène, s'il y a un minimum d'énergie dans le corps. Donc là aussi, il faut avoir le respect de ne pas embarquer son mental dans une démarche purement mentale, parce qu'il n'y a pas de démarche purement mentale ou purement physique. C'est tout le monde en même temps, le cœur, le corps et l'âme. Pendant ma période de guérison, j'ai compris que je devais écouter mon corps, donc mon intuition. Et j'avais deux types de discours. C'était celui, waouh, j'ai envie d'une glace. Celui-là, c'était mon estomac qui parlait, il fallait pas que je l'écoute. Mais par contre, celui qui me disait, mange de l'ail, donc bouge, lève-toi, va faire un peu de jogging, bouge. Ça, je savais que c'était une intuition constructive, si je peux l'appeler. Et j'ai très vite su faire la différence entre l'envie et l'intuition. L'envie, c'était du négatif, l'intuition, c'était du positif. Tout à fait. D'ailleurs, Alors, dans c'est la dans les différence. philosophies asiatiques, hein, dont on parle souvent avec Charles, on dit toujours que les 2 frères ennemis, ce sont, l'intellect et l'intuition. L'un ne peut pas exister tant que l'autre est éveillé. Donc il faut endormir l'intellect pour que l'intuition apparaisse ou au contraire, ton intuition est en train de faire une sieste et tu travailles avec ton mental. Mais tu peux jamais utiliser les 2 à la fois, hein. C'est ce fameux concept de yin-yang et nous, dans les arts martiaux, cette notion d'intuition, elle est très forte. Il y a différents concepts à utiliser pour cette guérison. Il y a différentes choses, c'est multifactoriel comme on le dit souvent et comment choisir? Parce que, on trouve tout et n'importe quoi lorsqu'on fait des recherches, hein, surtout de nos jours, on utilise Google, la plupart d'entre nous, et même lorsque tu es sur des sites, très sérieux comme PubMed, comme Nature et cetera, tu vas trouver une étude qui te dit que la viande rouge donne le cancer, et tu vas en trouver une autre qui te dit que non, au contraire, dans la viande rouge, tu as du LCA, tu as tout un tas de choses qui sont anti-cancer et que de toute façon, la plupart des gens sont en déficience de bonnes graisses saturées. Et tu vas tourner la page et on va te dire: «Ah, les graisses saturées, surtout pas, ça bouge les artères». Donc il y a un moment donné où aussi il faut faire confiance à son intuition, faut décider. Faut décider et on ne peut pas constamment ça je l'ai vu souvent, hein, des gens qui vont faire, végan pendant 3 semaines et puis non, finalement ils vont faire carnivore pendant 2 Ouais. mois et ils vont retourner à végan parce qu'ils viennent de lire une étude que non, la viande rouge ça donne le cancer et ils vont repasser par autre chose et du coup ils ne testent jamais rien. Moi je me suis dit: «Ma guérison c'est entrecôte, jus de légumes». Boum, j'ai fait que ça pendant 4 mois. Un repas par jour, tous les jours, 7 jours sur 7. Voilà, ça a été simple. On s'est pas posé de questions, on n'a pas tourné autour du pot, on n'a pas cherché un peu à droite, un peu à gauche, non. J'ai fait mes recherches, j'ai balayé le spectrum de tout ce que je pouvais faire et j'ai trouvé par l'expérimentation
d'abord l'intuition et ensuite l'expérimentation, ce qui allait marcher pour moi et qui a marché. Bravo. Oui, c'est une dimension qui est très importante, ça aussi, moi, je trouve. C'est effectivement la constance et le risque actuellement, surtout parce qu'il y a énormément d'informations qui circulent et qu'on s'attache toujours aux recettes sur lesquelles les gens se sont fondés et non pas aux principes sur lesquels ils se sont fondés. Et les recettes, ben, elles sont aussi nombreuses qu'il y a d'individus. C'est-à-dire que toi, tu t'es fait un régime, par exemple, tu disais entrecôte, jus de légumes. Si l'autre à côté, il dit: «Ah bah ouais, Fred, regarde, en plus, il a une belle tête, il a l'air sportif et tout, il est bien taillé et tout. Oh, je veux être comme lui, donc je vais me faire moi aussi entrecôte jus de légumes une fois par jour». Mais c'est peut-être absolument pas métaboliquement adapté pour lui, même s'il a Tout un à fait, cancer ou même s'il n'en a pas et ainsi de suite. tout à fait. Et souvent, on demande aux gens, «Qu'est-ce que tu as fait?» et on leur demande pas: «Pourquoi est-ce que tu as fait ce que tu as fait?» Et c'est ça, moi, pour moi, qui est la vraie question. C'est pourquoi est-ce que toi, Fred, sur quoi tu t'es fondé? Sur quelle recherche, sur quel principe, sur quelle compréhension tu t'es fondé pour faire ce que tu as fait? Et c'est ça qui est dans le domaine du reproductible. Ce qui est du domaine du reproductible, c'est les principes du vivant. Ce qui est du domaine de l'individuel, c'est les recettes qu'ensuite tu as mis en place en fonction des circonstances, en fonction de tes affinités, en fonction de ce que tu as rencontré aussi, tu vois. Et ça aussi, c'est un gros risque actuellement quand on parle d'itinéraire de santé, parce que ce sont des itinéraires encore qui sont peu balisés, puisqu'on parle surtout en termes de maladie généralement et non pas en termes de santé. Et arriver à vraiment distinguer la recette et les principes qui sont, eux, fondamentaux et invariables, c'est-à-dire toujours les mêmes pour tout le monde, hein, comme une plante qui ne reçoit pas d'eau est une plante qui va mourir peu à peu. Et ça, c'est un principe. C'est-à-dire, c'est après la façon dont tu vas l'irriguer, ça, chacun va trouver sa solution en fonction de son pays, en fonction de ses circonstances. Mais par contre, il y a un principe, c'est voilà, il faut de l'eau pour faire pousser une plante, il faut de la lumière, il faut du soleil, et ainsi de suite. Et l'humain, c'est pareil. Il y a des principes. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est d'arriver à cibler là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous ici, et je parle principalement de Guy et moi-même, on a utilisé toute une palette d'outils, pour notre guérison qui, qu'on ne peut rarement résumer en une vidéo. C'est-à-dire que je vois souvent des commentaires sous nos vidéos, si on a parlé de nutrition et de jeûne, les gens disent: «Ouais, mais vous n'avez pas fait que ça, pourquoi vous n'avez pas tout dit?» Ensuite, on va faire une vidéo sur, le soleil et le froid et l'exercice et la respiration et les gens disent: «Ouais, mais vous avez mangé quoi?» Et on ne peut pas tout dire en une vidéo. C'est pour ça qu'on a écrit des bouquins d'ailleurs. Exactement. Mais il y a vraiment toute une panel de choses et à chaque interview, à chaque fois que je regarde une interview que j'ai fait avec quelqu'un où j'étais interrogé, je me dis: «Merde, j'ai oublié de parler de ça». Mais à chaque fois, ça loupe pas. Parce qu'il y a eu tellement de choses. Il y a la positivité, il y a pour moi, il y a eu l'exposition au froid, il y a eu l'exposition au soleil tous les jours, il y a eu le tai chi, la méditation, la respiration. Tous les jours, il y a eu le jeu, il y a eu le rire, il y a eu, la psychologie, il y a eu le jeûne intermittent, la nutrition, les jus de légumes, les compléments alimentaires, la mélatonine, enfin bon et là encore, j'en oublie plein. Donc c'est vraiment compliqué de répondre en une seule vidéo, en une seule phrase à: «Qu'est-ce que tu as fait et pourquoi?» Ce que nous, avec Guy, nous disons toujours aux gens dans nos bouquins, c'est: «On ne vous donne pas notre exemple pour que vous le suiviez, on vous donne notre exemple pour vous encourager à faire vos propres recherches» et je pense que là, tout est dit. Les gens doivent faire leurs recherches. On reçoit tous ici, hein, des dizaines, voire des centaines de messages tous les jours de gens qui nous disent: «Ah mais qu'est-ce que je dois faire?» J'en ai eu une ce matin, mon médecin veut m'opérer du sein parce que, la tumeur n'est plus là, mais il dit qu'elle va revenir. Est-ce que je dois me faire enlever le sein? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à cette dame, quoi? Je peux pas répondre, je connais pas les pour et les contre, je suis pas médecin, j'ai aucune indication et d'ailleurs aucune envie de prendre le risque de répondre à cette dame. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, personnellement, j'ai refusé l'opération. Même une fois guéri, le médecin a continué à pousser, à me dire: «Mais ça va revenir, il faut absolument mettre ce côlon au repos. On va vous enlever, le côlon, le rectum et l'anus et puis bon, tant pis, vous aurez une poche qui sort de l'intestin grêle, jusqu'à la fin de votre vie, mais au moins vous serez vivant». Et beh, je lui ai dit: «Non, hors de question». Alors aujourd'hui, la cicatrisation est un peu compliquée parce qu'on ne peut pas vivre, sans utiliser le côlon ni le rectum, mais j'en assume les conséquences et je fais de mon mieux pour aller de mieux en mieux. Mais cette opération pour moi, qui peut-être aurait été plus confortable au niveau de la sensation, mais au niveau de la qualité de vie, c'était inimaginable. Donc on ne peut pas répondre aux gens: que doit-on faire? Qu'est-ce que vous avez fait et est-ce que je peux faire la même chose? On peut tout simplement leur dire: «Voilà la direction intellectuelle ou intuitive selon les cas que nous avons suivis pour développer notre propre protocole», mais c'est tout.
On ne peut rien faire de plus. Et en plus, on s'y refuse parce que nous ne sommes pas médecins et nous n'avons aucun titre pour conseiller qui que ce soit. On ne fait que raconter notre propre expérience. Je reviens sur ce que disait Thierry à l'instant. C'est vraiment important de faire la différence entre le principe et la recette. Pour faire court, le principe pour chacun de vous trois, ça a été que vous vous êtes engagé dans un changement qui a quand même été tout azimut, un vrai changement, un changement de paradigme, pas simplement de bouffe, mais vous avez changé votre vision du monde, votre relation à vous-même et au monde. Or, aujourd'hui, ce que nous demandent nos patients ou nos amis, à nous tous, c'est une recette. Ils nous demandent une martingale. File-moi la clé pour que je puisse sortir de mon problème. Et, et- et c'est impossible. Il n'existe pas une solution pour un problème qui a des causes multiples sans que cette solution ne passe par un vrai changement. Un changement, pas quelque chose qui s'inscrit dans l'éphémère d'une recette, mais qui s'inscrit dans un temps. Et vous êtes tous passés par ce temps du changement. Mais Incontestablement. c'est ce changement d'ailleurs. Je pense que la dimension de la guérison, c'est la dimension du changement. Et le niveau de guérison, c'est le niveau de changement. Et c'est l'engagement de l'individu. C'est pour ça que vraiment, voilà, on se rejoint là-dessus, mais c'est vraiment, c'est un chemin. C'est vraiment un chemin. La guérison est un chemin. C'est pas quelque chose. C'est pour ça que faire croire qu'on peut acquérir la guérison avec une pilule qu'on va prendre 3 fois par jour, pour moi, c'est on, c'est se moquer du monde. C'est vraiment de la prestigitation. Non, là, le chemin, en fait, c'est un chemin qui engage l'être dans son entièreté. C'est-à-dire, il engage mentalement, il engage physiquement, il engage spirituellement la personne, il engage émotionnellement. Et ce chemin-là, c'est le plus beau cadeau que peut nous faire la vie. C'est vrai. Tu me posais la question, Charles, tu me disais finalement, ce chemin, qu'est-ce qui t'a apporté? Est-ce que tu considères que c'est quelque chose de bienvenu? Oui, la réponse est oui. Et ce chemin, il nous amène à vraiment considérer que le vivant et que la vie tout autour de nous, globalement, tout au long de notre vie, euh, nous amène à corriger nos erreurs de parcours en permanence. C'est-à-dire ça nous fait voir le monde et c'est là où on commence aussi à toucher du doigt évidemment l'opposition qu'il y a entre un paradigme, alors pour caricaturer un petit peu, pasteurien, dans lequel on vit dans une espèce de monde rempli de microbes et de virus qui veulent notre mort, qui est dangereux, qui est aléatoire, dans lequel on peut attraper un cancer du jour au lendemain, et un monde dans lequel finalement, au contraire, ben, il y a des causes et des conséquences, on fait des choix, des fois en étant inconscient, il y a des tas de choix de vie qu'on a fait à une époque en n'étant pas conscient des conséquences que ça pouvait avoir. Mais il arrive un moment où ben, ça remonte à notre conscience. Ça remonte à notre conscience sous forme de symptômes et choses comme ça. Et on a le choix à ce moment-là eh de le considérer ou de ne pas le considérer. Et si on ne le considère pas, de toute façon, quelques mois après, quelques années après, ça va nous être reproposé et reproposé et reproposé encore. Et là, ça nous fait basculer dans un monde dans lequel il n'y a plus cette espèce de perversité, cette guerre permanente contre les microbes et les virus et ainsi de suite. Il y a beaucoup de responsabilités individuelles, il y a de l'engagement, il y a de la connaissance de soi et il y a un chemin de croissance. Et je trouve que c'est peut-être l'un des plus gros dommages pour moi de l'approche symptomatique actuelle, c'est qu'elle nous empêche ce chemin de croissance. C'est-à-dire qu'il nous permet de devenir humain au sens noble, le plus noble du terme. C'est-à-dire qu'il nous permet de naître à nous-mêmes, de naître peut-être enfin. Et je pense que la douleur de la maladie, la douleur du symptôme, elle est un peu comparable à la douleur de l'enfantement, quelque part. C'est pas douloureux, c'est intense. Et qu'est-ce qu'on fait de cette intensité? Qu'est-ce qu'on fait de ce moment-là? Et est-ce qu'on accepte le challenge qui nous est proposé pour aller de l'avant? Exactement. Très Bon, bien dit. eh bien, on a fait un petit peu le tour de la discussion, je pense. Charles, tu veux rajouter un mot peut-être? Dans cet état d'esprit où, où nous sommes sortis d'une vision purement analytique des choses, symptomatique des choses, pour s'élever un peu au-dessus de cet embrouillamini confortable de cette société aujourd'hui qui nous vend des croyances confortables pour essayer de comprendre ce que nous sommes. Et Thierry a raison, et vous êtes l'illustration de ça. Nous, la maladie, en réalité, nous aide, nous suggère de devenir ce que nous sommes. Elle nous montre que nous sommes à l'écart de notre chemin. Elle nous pose une question et notre défi, c'est d'y répondre.
Parfait. Alors, ce que je voudrais pour Bah, terminer, c'est que chacun d'entre nous donne un petit tuyau, une chose, pour permettre aux gens d'être en meilleure santé. Rien de dogmatique, juste voilà, si on vous demandait: «OK, pour toi», je sais qu'on a tous, des 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 comment dirais-je? Des idées très vastes sur ce qui amène la santé, mais vu qu'on va sûrement se répéter si on en dit tous 10, on en balance chacun une. Et je vais commencer. Pour moi, la première chose, ça a été le jeûne, le pouvoir du jeûne. Je sais que j'ai chippé celle de Thierry, désolé. non, 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 non. Je laisse parler Guy et Charles et je verrai ce qui me restera. Ouais. Guy? Pour Juste une moi, chose. bien évidemment, le jeûne, mais avant Ah le non, mais tu as pas jeûne, le droit je de mets prendre le mien. le mental. Ah, maintenant, je te prends pas le tien. Eh ben. Donc, je dis, avant le jeûne, je mets le mental. Mais Ah le OK, jeûne, il d'accord. vient en second pour moi. Ouais, OK, le mental, OK. Alors moi, j'ai une question que j'offre, que je vends, que je donne, que je promeux auprès de mes patients, qui appelle une réponse simple, une question simple. Est-ce que c'est bon pour moi? OK. Il a quasiment volé ma réponse, Charles. Il est trop, trop précis et trop pertinent. C'est terrible. Oui, parce que moi, j'avais du mal à isoler une recette. Et je dirais, moi, le coup, c'est avoir le courage de partir à la découverte de soi-même. Et avoir le courage de partir dans cette aventure de découverte de soi-même, alors que tout nous attire vers l'extérieur. Alors après, la façon, je dirais que si j'avais une recette, moi, l'un des outils de découverte de moi-même, en tout cas dans une dimension qui me faisait extrêmement peur, c'est la confrontation avec le froid qui m'a beaucoup apporté mentalement et physiquement, sur la compréhension de comment fonctionnait mon corps, sur l'observation de moi-même dans ces moments d'intensité extrême finalement, avec les bains froids, les choses comme ça. Mais voilà, ça pourrait être ça. Mais c'est surtout et avant tout cette incitation à partir à la découverte de soi-même. Mmh. Non, mais on est bien d'accord, quand j'ai posé cette question, c'était un peu sous forme de boutade, dans le sens où on est tous OK sur le fait que, il y a tellement de choses qui rentrent en considération pour une bonne santé, pour vivre une longue et agréable vie. Mais c'est vrai que des fois, non pas des recettes, mais juste un petit tuyau, un petit truc. Tiens, bah, voilà, si lui a dit ça, lui a dit ça, lui a dit ça, lui a dit ça, ça me fait 4 choses sur lesquelles je peux faire une recherche. Donc là, on est bien. On a le jeûne, on a la positivité mentale ou la force mentale, on a, le froid et on a le fait de se demander, de se poser la question, super importante: «Est-ce que ceci est bon pour moi?» Donc voilà, 4 belles pistes de réflexion pour les gens qui nous écoutent. Non pas des recettes, mais encore une fois, des pistes de réflexion. Eh bien écoutez, merci à vous 3. C'était vraiment une super discussion, j'ai passé vraiment un bon moment. J'espère que les gens qui nous regardent aussi. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, Pareil, Merci, au Fred. revoir les amis, à bientôt. Salut à merci. tous. Merci, Thierry. Et merci, Charles. Au revoir tous. À tous.